Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de ce papier de recherche, donc Image Classification with Deep Convolutional Neural Network. Donc ce papier, voilà, dont les auteurs sont ici. On aura bien remarqué Geoffrey, Esch et Hinton, très connus dans l'univers des réseaux de neurones. Voilà, donc ce papier il porte sur quoi? Ce papier il porte sur le challenge ImageNet. Voilà, challenge dans lequel l'idée c'est de classifier 1,2 million d'images en haute résolution. Euh, voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un top, donc ils ont été de top 1 ou top 5 avec ces rapports d'erreur là. Donc 37,5% et 17%. Donc 35,7%, je suppose que ça c'était pour le LFA pour l'édition 2010 et après 17% c'est pour l'édition 2012. Donc j'ai donc l'édition 2012 qui est voilà, qui c'était non. Non, non, ça reste pour l'édition 2010, désolé. Les deux, c'est pour l'édition 2010. Ça voudrait dire qu'en fait, derrière, il y a différentes catégories et différentes façons de noter. Ok. Donc voilà. Donc ce qui est véritablement meilleur que le Preview State of Art, d'après ce qu'ils disent, ok, voilà, c'est un article de recherche, c'est assez compliqué quand on n'a pas assez de recul nécessaire de, voilà, de critiquer, on va dire. Ok, donc leur modèle, ce qu'ils proposent, c'est un modèle qui compte 60 millions de paramètres, 650 000 neurones, et donc 5 couches de convolution, suivies de, certaines sont suivies de couches de Max Pauling, et à la fin, on a trois couches de réseau de neurones fully connected, donc entièrement connectés les uns aux autres, mais avec quand même un sens de propagation, donc un début et une fin. Et, et un softmax de, voilà, de 1000. Donc le softmax, il permet de calculer les probabilités de chaque classe. Bon, pour entraîner le réseau de neurones, ils utilisent une méthode dite de non-saturating neuron and very efficace. Donc neurones qui, voilà, qui n'explosent pas en valeur et une implémentation efficace, voilà, une implémentation efficace pour, voilà, pour un GPU. Voilà, ok. Donc après, là, pour empêcher la, pour empêcher tac, 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 pour empêcher d'overfit dans le réseau d'overfit, ils utilisent le dropout. Bon, dropout sera connu plus tard, mais l'idée c'est de supprimer des connexions dans un réseau de neurones de façon aléatoire pour le rendre un peu plus résistant, je dirais, plus résistant à la modification interne de certaines façons. Bon, on va pas supprimer 50% des connexions et se dire, bon voilà, si on supprime aléatoirement, non, on va plutôt être dans du 10, 20% grand max avec mon expérience à moi. Donc moi j'ai jamais dépassé 20% au niveau du dropout. Donc déjà l'introduction c'est quoi? Donc l'introduction ici, qu'est-ce qu'il nous propose? Donc déjà ce qu'on a là c'est une introduction tout somme classique. Donc l'idée, on présente d'abord ce qui est. Actuellement, on sait que voilà, les réseaux de neurones sont déjà quasiment aussi efficaces. Donc là, on reste sur voilà, sur le fait qu'on est en 2012. Les réseaux de neurones sont déjà quasiment aussi efficaces que les humains pour la reconnaissance des digits. Voilà. Mais avec les taux de 35, voilà, pour la reconnaissance des digits, donc voilà, des écrits à la main. Donc MNES étant un dataset de digits écrits à la main en noir et blanc. Voilà. Et aussi, donc voilà. Donc aussi, euh, ça c'est un dataset tout simple. Ok, on va dire pour une problématique tout simple. Mais en fait, l'idée derrière c'est maintenant quoi? L'idée derrière c'est maintenant de passer des digits à des trucs beaucoup plus compliqués comme des personnes, des choses, voilà, des images. Ah, et pour ça il faut des datasets. Ces datasets ici on en a trouvé 3 ou 4 je crois. Non, 2. Voilà, LabelMe qui est un dataset d'images aussi et ImageNet qui est je crois l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros dataset actuellement. Donc à l'époque ça comptait 15 millions d'images en haute résolution labellisées avec 22 000 catégories. Donc 22 000 catégories ça veut dire balles de golf, tu trouveras peut-être des balles de golf. Ok, donc voilà, donc derrière.
Euh, ici, donc, ils présentent leurs problématiques. Ils ont besoin d'un modèle avec des capacités d'apprentissage grandes. Voilà, et une immense complexité. This problem cannot be specified even by the dataset as large as imagined, so our model should also have lot prior knowledge to compensate for all data we don't have. Ok. Euh, Alors, l'idée, c'est voilà, le problème, c'est qu'il faut d'une certaine façon choisir déjà un certain nombre comment on va dire, de knowledge prior. Donc, euh, voilà, déjà définir un modèle qui a suffisamment de capacité d'entraînement et de compréhension pour, voilà, et pour adresser, donc pour résoudre ce problème-là, des capacités Canopy. Et donc, ils ont choisi, en se basant sur les articles citant 16, 13, voilà, ils ont choisi d'utiliser des réseaux de neurones convolutionnels qui ont déjà une grande capacité voilà, euh, voilà, qui, avec, avec peu de connexions, pour qui, à un équivalent, ont moins de connexions moins de connexions que d'autres réseaux neuronaux. Moins de connexions implique aussi moins de paramètres. Ok. Pour résoudre des problèmes de même taille. Ok. L'idée c'est vraiment que le réseau conventionnel il est plus efficace d'une certaine façon que les autres réseaux de neurones existants à cette époque, pouvant adresser ce genre de problème, résoudre ce genre de problème. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque on avait déjà les réseaux dits récurrents, qui, voilà, qui réellement ne peuvent pas. On peut toujours dire qu'on peut les adapter, mais qui ne peuvent pas traiter les images, image par image. Voilà. Euh, donc, euh, voilà, ici, malgré toutes les capacités que le CNN a et son attractivité, voilà, on ne peut pas l'appliquer sur des images high resolution. Pourquoi? Parce que ça reste un réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est beaucoup de paramètres. Beaucoup de paramètres impliquent beaucoup de calculs derrière. Beaucoup de calculs derrière impliquent voilà, une puissance de calcul nécessaire est, qui n'est pas forcément trouvée. Mais quand même, avec l'évolution, voilà, on a développé des GPU capables voilà, de calculer sur de grands GPU. Bon, ici, je sais pas, ici, il rappelle à peu près, voilà, un peu tout ce qu'on a vu et le plan de leur article. Ok. Et enfin, l'entraînement de leur réseau prend entre 5 et 6 jours avec une GTX 580 de 3 gigabits. Voilà, donc une Nvidia GPU 580. Donc voilà, ça c'est pas trop. Ici maintenant ils présentent le dataset qu'ils utilisent. Déjà on revient sur ImageNet, donc 15 millions d'images en haute résolution, 22 000 catégories. Ok. Les images ont été collectées depuis le net et labellisées par des humains en utilisant Amazon Track Custody Source. Starting donc le début a été en 2010. Voilà. Oui, cherchant images, 1000 images in each of the. Donc, ILVS, donc la compétition à laquelle ils ont participé, prend dans chacune des catégories 1000 images. 1000 images dans chacune des. Voilà, sélectionne 1000 images pour 1000 catégories. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'après, bon, 1,2 million d'images d'entraînement, alors qu'on a pris 1000 images par 1000 catégories, ce qui me fait normalement 1 million.
Voilà. On va supposer qu'on a 1200 catégories. Voilà. Et ils ont 1,2 million d'images. Voilà. Ok. 50 000 images, donc 1,2 million d'images d'entraînement, 50 000 images de validation et 50 000 images de test. Donc sachant que quoi, la validation c'est valider. Donc c'est en fait, pendant l'entraînement, on utilise ça pour entraîner le modèle, on vérifie que notre modèle marche sur les images de validation et enfin on lui présente des images de test qui sont en fait des images qu'une fois en production notre modèle va rencontrer. Okay. Da, da, da. Donc ça c'est le résultat. Bon, pas trop intéressant. Donc ImageNet, ce qui est important ici de savoir, c'est qu'en fait eux, leur modèle, donc comme on a dit plus haut, leur modèle, il peut pas, il est compliqué, il est difficile avec un réseau de neurones. Déjà même aujourd'hui, de ce genre-là, d'attaquer une problématique comme celle-là à une haute résolution. Et donc ce qu'ils font, c'est qu'au départ, ils réduisent la résolution. Donc ils d'une haute résolution, je ne sais pas trop quelle haute résolution ils avaient, si c'était du 4K, mais là on passe sur du 256 soit 256, donc des images un peu plus petites. Donc des images un peu plus petites, et voilà. Et après, ils ne font plus de preprocessing, à l'exception de la soustraction de la moyenne d'activité over the training set from each pixel. So we trained a network on the center. Donc en fait, ils réduisent, ils soustraient la, la valeur d'activité, donc la moyenne voilà, d'activation, de luminosité, je dirais, voilà, de chaque pixel du training set. Ok. C'est intéressant comme méthode. Voilà. Puis là, on a l'architecture. Donc l'architecture, il commence, voilà. Content 8 layers, 5 convolutional, 3 full connected. Donc 8 couches, 5 convolutionnelles, 3 fully connected et là en dessous nous il présente l'architecture. Déjà il présente quoi? Il présente le relu et la non-linéarité. Le relu c'est ça. Le relu c'est la fonction qui est là. Donc à droite pour ceux qui regardent. À côté on a sigmoïde. Sigmoïde qui est aussi présenté ici. D'accord. Mais en fait, sigmoïde est relu. Sigmoïde, quel est son inconvénient? Regardez bien, sigmoïde, voilà, on se rend bien compte d'un truc. En fait, plus on monte en valeur, plus on va vers, on se rapproche d'une valeur, d'une certaine valeur, sans jamais l'atteindre d'une certaine façon. C'est ce qu'ils appellent ici la saturation, donc le non-saturité. Ils recherchent un modèle qui n'admet pas de saturation, donc il ne sature pas. Ils recherchent une fonction d'activation qui ne sature pas et qui voilà, donc qui ne sature pas et qui est non linéaire. Et donc ils utilisent Rectify Linear Unit. Ok. Qui ne sature pas et qui est non linéaire. Relu est non linéaire sur l'ensemble, sur son domaine de définition, bien qu'il soit partiellement linéaire de ce côté-là. Ok, et relu ne sature pas. Donc relu à l'infini, c'est l'infini. Sigmoïde à l'infini, c'est plutôt limite quand ça tend vers l'infini. Donc ça s'annule, ça fait 1. Donc ça sature autour de 1, on dirait, en termes de valeur. Et donc, ce qui se passe, c'est que ici, donc Cifar, je connais pas trop ouais, Cifar en fait, c'est un dataset de petites images, un peu comme ImageNet, mais de petites images, très petites images, bon, et pas beaucoup d'images, je sais plus, c'est 10 000 ou 100 000. Et en fait, ils ont fait des tests avec, voilà, Solidarity, ils utilisent Redu, et Dashline, ils utilisent des réseaux tangente hyperbolique. Donc on montre ici en fait que le relu est plus rapide sur ça pour obtenir l'erreur qu'on cherche au niveau, une erreur la plus basse possible au niveau du CIFAR 10. Donc il faut se dire que
au niveau du dataset si je fais 10, voilà, donc d'où l'avantage de voilà, l'efficacité du fait que ça ne sature pas et que c'est non linéaire. Rappelons-nous, non linéaire, bien que ce soit linéaire d'un côté et pas d'autre. Ok, donc voilà. Ici, ça c'est, je trouve, ouais, c'est une digression assez intéressante. Euh, donc ici, il précise quand même que la fonction valeur absolue de tangente hyperbolique de x est fonction particulièrement bien pour les pour le constrat et la normalisation suivie d'un average pooling. Ah, et ils ont testé avec le Caltech 101 dataset 101 dataset. Ok. Donc ici, déjà, voilà, il s'explique le choix du relu, voilà, et il présente d'autres méthodes, dont une qui semblerait, qui pourrait être plus efficace. Ok. Après, donc, training on multiple GPU, donc GPU, cross GPU, parallelisation. Donc en fait, ici, ce que je suppose en lisant le titre, j'ai pas lu la section, mais ce que je suppose en lisant ce titre, c'est qu'en fait, il va utiliser plusieurs GPU et les mettre en parallèle et entraîner le réseau de neurones de façon séparée sur chacune des GPU. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, comme ils disent ici, un seul GPU avec 3 Go de mémoire limitera la taille des réseaux de neurones qu'on peut entraîner vers lui. Et donc pour l'entraîner sur 1,2 million d'exemples qui sont, voilà, to fit to, to too big to fit on one GPU. Donc il y a un problème, c'est trop grand pour être utilisé sur un GPU. Donc je suppose, en fait, on peut laisser certaines années, on peut laisser tourner pendant 3 4 mois, 5 mois, un an si on veut, et on aura un résultat. Mais eux, potentiellement pressés par le temps, ils ne pourraient pas le faire. Voilà. GPU, so cross GPU visualization, they're able to write on another. Donc voilà, ils présentent comment ils ont paralysé. Voilà, donc l'idée ici c'est vraiment de présenter une parallélisation pour accélérer le processus. The two GPU net takes slightly less time to voilà, bon, dans one GPU. Ok. Local Response Normalization, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, Relu a un truc. Relu n'a pas besoin d'une normalisation de ses entrées pour éviter d'une saturation. Par exemple, ici, si tes entrées sont déjà proches voilà, proches de, on va dire, 5, ok? Si tes entrées sont déjà proches de 5, ta valeur va être proche de 1. Donc, on perd d'une certaine façon, on se rapproche on revient très proche de, comment j'arrive à dire, on revient très proche, on commence à perdre l'évolution, à perdre de la différence, à perdre en capacité d'entraînement parce que les valeurs sont potentiellement très proches alors que dans la réalité elles sont loin et donc on va faire la backpropagation, on va pas avoir un retour assez intéressant. Donc c'est ça qui signale ici qu'avec Review par exemple, vu que voilà, la distance entre deux éléments reste semblable si on prend deux éléments sur la même distance. Voilà, deux sommes différentes mais avec un coefficient. Si on le fait trois fois, on aura trois distances équivalentes. Ok, et donc c'est ça qui est dit là. Then we happen over we fail no, local normalization et denoising. Donc l'idée c'est de normaliser l'activité du neurone. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc
Donc, à la sortie de notre neurone, on va sommer on va se donner toutes les sorties de notre neurone X, donc Y. On va sommer toutes ces sorties du neurone qui est en position XY, donc on va sommer AJ et on va diviser par AJ plus la somme. Je sais pas trop d'où vient K. Donc K c'est un hyperparamètre. Donc c'est un paramètre qu'ils choisissent, ils ont choisi K à 2. Donc ils font une somme pondérée et qui leur permet d'éviter, voilà. En fait, l'idée c'est d'éviter que le ReLU renvoie des valeurs trop loin. Donc on se retrouve avec des valeurs proches de l'infini. Intéressant et utile pour sa suite. Tac, tac, tac. Donc en utilisant ça, réponse normalisation, ils ont réduit leur score donc, de 1,4% et de 1,2% respectivement. Donc voilà. Donc 13% sans normalisation et 11% avec normalisation. Pour montrer l'efficacité de ça. Après, ici, dont on va parler, c'est le pooling. Donc le pooling qui consistera à réduire la quantité d'informations à l'intérieur d'une case. Donc il suffira de taper pooling pour voir ce que c'est. Et donc voilà, quel est l'avantage d'utiliser le pooling? C'est voilà, l'avantage d'utiliser le pooling, c'est quoi? L'avantage d'utiliser le pooling, c'est que notre modèle, il va apprendre un peu plus vite que si on lui passait toutes les données. Mais voilà, voilà. Donc, c'est tout. C'est une réduction d'informations entre deux couches pour accélérer et réduire le nombre de paramètres dans la couche suivante. Ok, donc overall architecture, donc leur architecture globale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre image qui arrive, 224. On a un premier, une première convolution ici, une autre convolution, une autre couche convolutionnelle plus haut, donc convolutionnelle qui nous donne 48. Donc on passe de notre image de trois couches à une image, à une forme je dirais une hyper image, voilà, pour passer un peu comme en analyse hyperspectrale, une hyper image de 48 sous-images, donc ici on a RGB, ici on pourra considérer ABCD jusqu'à, voilà, en sautant RGB bien sûr. Voilà, 48, et après on passe à 128, et ce qu'on fait c'est que le max pooling ici, donc comme ils ont dit, c'est les couches de max pooling qu'ils ont utilisées, c'est des couches de S2, Z2, non, S3. Voilà, donc le max pooling va réduire la dimension entre cette couche-là et celle-là. Et donc on obtient des images un peu plus petites, mais on applique encore un filtre. Et là, au lieu d'avoir 48 petites images, on a 128 petites images, plus petites que 48, mais on en a 128. Ok, stride of 4, stride of 4, ok. Ainsi de suite, donc on passe à 92, 128. Donc on est passé à 92, de 92 à 128. Donc on est revenu, on a réduit le nombre de filtres, le nombre d'images à ce niveau. Ok. C'est une opération, j'oublie son nom m'échappe là tout de suite, je sais plus. Ça a un nom particulier cette opération, l'inverse de la multiplication des filtres, j'oublie son nom. Et en fait, ce qu'ils font ça, ils font ça sur deux réseaux identiques. Voilà. On fait deux réseaux identiques et on les compare au niveau du dernier, donc 2000. Voilà. Et là, au niveau de 1000, on aura ce qu'on va appeler le softmax. Ok. Le softmax, voilà,
le softmax qui va nous permettre de décider de la classe. Donc chaque couche fully connected à 4096 neurones. Alors 2048, 4096 ici, 4096 là. D'accord. Ok. Donc voilà. Ok. Après, l'idée c'est de réduire l'overfitting. Donc, on a 60 millions de paramètres. Donc, réellement, pour 1000 classes, voilà. Et nous, on a quoi? On a 1000 classes. Si on peut calculer, attendez juste un instant, qu'est-ce qu'on a? On a 60. Oh, je fais sur ma calculatrice. On a 1000 classes. Non, on a 1,2 million d'images, ok, fois 256 fois 256, ok, donc voilà, on a 70 milliards à peu près de paramètres, oh. Ouais, 70 milliards de paramètres, millions, oui, ouais, on a 70 milliards de paramètres, on a beaucoup plus de paramètres. Ok, mais l'idée reste bien sûr de réduire la dimension de l'image. Ok, donc de réduire la possibilité d'overfitting. Donc la possibilité, en fait, qu'est-ce que ça sera l'overfitting? L'overfitting, ça sera le fait que dans l'image, certains paramètres vont être vus par notre modèle comme étant des paramètres importants. C'est-à-dire sur certaines images, on peut se rendre compte que peut-être sur les images de chiens, peut-être par accident, on se retrouve avec des cercles. Notre modèle au départ, il ne suppose que voilà, il suppose pas que ces cercles sont spécifiques à l'image, mais au fur et à mesure d'être entraîné à reconnaître les images, à un moment, il se rend compte que bah voilà, les cercles indiquent le chien. Donc ça veut dire qu'en fait, si tu présentes une image d'ours et qu'il regarde, il voit ces cercles-là et il dira ah non, c'est pas une ours, c'est un chien. Ou il aura un conflit entre les neurones du chien qui vont s'activer parce que le cercle est là, donc les neurones qui seront spécialisés dans le chien qui vont s'activer parce que le cercle est là, et le cercle pour lui c'est un chien, et les neurones spécifiques à l'ours qui vont s'activer, et là on se retrouvera avec une valeur dont on ne saura pas déduire, on ne saura pas si notre réseau dit que c'est un chien ou pas. Cas possible, voilà. Parce que n'oubliez pas qu'on lui a présenté des images simples. S'il a appris à reconnaître un chien avec des cercles, il voit des cercles plus un ours, il ne saura plus ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Donc ça rappelle, pour ceux qui connaissent, ça rappelle voilà, l'accident qu'il y avait eu avec la voiture autonome de Tesla, je crois, si je me souviens bien. La voiture a vu un piéton avec un vélo, elle ne savait pas si, voilà, si le piéton, elle savait pas ce que c'était qu'un piéton. Elle savait ce que c'était qu'un piéton, elle savait ce que c'était qu'une personne sur un vélo, mais elle savait pas ce que c'était qu'une personne qui marche à côté d'un vélo. Et donc, voilà, elle a fait des allers-retours entre les deux classes. Piéton, vélo, piéton, vélo, piéton, cycliste, piéton, cycliste, et c'est bon. Voilà. Accident, et voilà. Donc, pareil. Pareil ici, l'idée, c'est de réduire cet overfitting là. Ok. Data augmentation. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour... Il est important, donc, il existe des méthodes, l'une des méthodes les plus connues, bon, c'est ce qu'ils disent, l'une des méthodes les plus connues pour empêcher l'overfitting, c'est de réduire de façon artificielle le nombre c'est d'augmenter les données, le dataset qu'on a. Donc, pour augmenter le dataset qu'on a, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a il y a des façons. On peut faire juste des modifications d'image, c'est-à-dire une translation d'image, c'est-à-dire je fais par exemple là, je porte sur la gauche ou sur la droite, ça reste sur overfitting. Une rotation, donc je retourne l'image, une réflexion, là, des homothéties, plein de trucs. Cette transformation transforme l'image. Ok. Et donc avec ça, on peut aller au-delà des 224
et on peut aller au-delà du nombre d'images qu'on a et en rajouter d'autres. Voilà. On peut en rajouter d'autres. Maintenant, euh, une autre méthode serait d'altérer l'intensité des channels RGB dans l'image d'entraînement. Donc, dans les images d'entraînement. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va faire de sorte à ce que pour une personne humaine, la modification semble, voilà, semble pas visible, mais que d'une certaine façon, euh, pour une machine, elle voit bien que les deux images n'ont pas forcément les mêmes valeurs. Donc, c'est ça qu'ils proposent ici, donc d'altérer. Donc, pour ce faire, eux, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils font une PCA, donc une Principal Component Analysis, sur un ensemble de RGB, dans des pixels RGB de l'image du training set d'ImageNet. Et chacune des images, et pour chacun des images, ils ajoutent la composante trouvée, donc avec une magnitude correspondant à la valeur propre multipliée par une variable aléatoire obtenue depuis une gaussienne avec moyenne 0 et standard deviation de 1, donc écart type de 1. Donc voilà, donc le pixel sera dessiné comme ça et ils ajoutent cette qualité là, sachant que lambda, si je crois bien, lambda c'est les vecteurs propres, p, donc p c'est le vecteur propre, lambda c'est la valeur propre et alpha, donc les alpha c'est les variables aléatoires provenant de la gaussienne. Pourquoi une gaussienne de moyenne 0 et de moyenne 0 pour pas avoir de l'addition d'informations, mais garder quand même une information proche de l'image de départ. D'accord. DSEM approximately capture an important property of natural image, namely. Ah, enfin, le dropout, on en a un peu parlé, donc ça consiste à mettre certaines connexions à 0 avec une probabilité de 0,5. Voilà. Donc ça veut dire qu'en moyenne, quand on va lancer un réseau neurone, en moyenne 50% des connexions seront supprimées. Ce qui est important à noter qu'avec sans dropout, il présente une grande, une grande, une grande exhibit, il tend à faire beaucoup d'overfitting. Donc le dropout empêche ça. Voilà, les délais d'apprentissage. Je passe ça. Ça ne. Pour moi, ça reste. Voilà, ça reste juste de la visualisation. Vous pouvez y aller au plancher vous-même. Et les résultats, donc c'est ceux dont on a vu. Et voilà, donc par exemple ici, donc les probabilités et ces trucs. Ok, donc le papier, à mon sens, il est terminé. C'est qu'il y a, voilà, c'est des parties que j'ai pas vues, c'est des parties qui me semblent les moins intéressantes parce que c'est pas les parties les plus techniques. Voilà. Maintenant, donc on va le coder ensemble et on va voir ce qu'il en retourne. Ok.